Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Si on lance le mot Japon, mettons, qu'est-ce qui vient spontanément en tête pour la majorité des gens? Ben, c'est souvent les stéréotypes habituels, ouais. Exactement. C'est un mélange de haute technologie, de précision absolue, puis de tradition super silencieuse. On imagine les trains à grande vitesse, les fameux Shinkansen. Ouais, ceux qui fendent la campagne et qui arrivent à la gare à la seconde près, là. C'est ça, où on pense aux immenses canyons urbains de Tokyo avec les néons fluo partout. Les foules immenses aussi. Fait qu'on a cette image-là en tête, ou à l'inverse, le silence parfait d'un jardin zen à Kyoto. Vraiment, l'imaginaire collectif est super puissant quand on parle du Japon. Ben oui, et on a souvent le réflexe de penser que tout le pays fonctionne sur ce rythme-là sans aucune exception. C'est clair. Quand les voyageurs préparent un voyage au pays du soleil levant, ils cherchent souvent cette effervescence-là. L'ultramoderne. Exactement. L'ultramoderne qui contraste avec les sanctuaires immaculés. On s'attend à une culture du perfectionnisme presque rigide, tu sais. Ouais. Sauf que, aujourd'hui, on va complètement virer cette image-là à l'envers. Ah, j'ai hâte. On se base sur un travail de recherche vraiment exhaustif, un guide de voyage super fouillé d'Yvan Junior Blanchette, de l'agence Aéria Voyage. Un excellent dossier en passant. Oui, vraiment. C'est un guide qui est entièrement consacré à l'archipel d'Okinawa. Et la mission pour notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi cet endroit-là, tout au sud du Japon, possède une culture, une langue, une histoire, puis une nature qui n'ont absolument rien à voir avec le reste du pays. C'est vraiment un monde à part. Fait que, bon, décortiquons tout ça. S'attendre à l'expérience japonaise traditionnelle en débarquant à Okinawa, c'est genre... C'est l'erreur classique. C'est comme aller à Hawaï en s'attendant à vivre l'effervescence de New York. Ah, j'aime la comparaison. Ça marche juste pas. L'analogie est excellente parce que le contraste est tout aussi brutal. Et cette différence-là, ce n'est pas juste une question de cocotier ou de climat subtropical. Non. Non, ça prend racine dans une histoire géopolitique fascinante. Dans le fond, si on regarde une carte de l'Asie, on réalise très vite qu'Okinawa est géographiquement plus proche de Taïwan que de Tokyo. Ah ouais, c'est vrai quand on y pense. Cette simple distance physique-là, ça a complètement dicté son destin. Pendant des siècles, l'archipel ne faisait même pas partie du Japon. OK, ça c'est un point majeur. C'était le royaume de Ryukyu. Un royaume qui était extrêmement fier et surtout autonome. Mais attends, c'est là que je bloque un peu en lisant la source. Un petit royaume insulaire, en plein milieu de la mer de Chine orientale, coincé entre l'immense empire de Chine d'un bord puis les seigneurs de guerre japonais de l'autre. Oui, la position est précaire. Vraiment. Normalement, dans l'histoire de l'humanité, un territoire de cette taille-là, il finit par se faire écraser ou assimiler en 2 secondes. C'est ce qu'on pourrait penser, oui. Comment les habitants de Ryukyu ont-ils fait pour survivre pendant des siècles sans perdre leur culture ou leur propre langue? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'extrême pragmatisme de leurs dirigeants. OK. Au lieu de s'enfermer ou d'essayer de combattre des empires beaucoup trop gros pour eux, le royaume de Ryukyu a choisi de devenir l'intermédiaire indispensable de tout le monde. Ah, brillant! Ils ont agi comme un immense creuset culturel sélectif. Mettons quand Japon s'est isolé du reste du monde pendant l'époque Edo. La fameuse période de fermeture? C'est ça. Ben, Ryukyu a continué à faire du commerce avec la Chine, la Corée puis l'Asie du Sud-Est. OK. Et après, ils transigeaient discrètement avec le sud du Japon. Ils ont littéralement financé leur survie grâce au commerce maritime. Donc, si je comprends bien, ils prenaient un peu de tout chez tout le monde, mais selon leurs propres termes. Exactement. C'est une belle façon de le résumer. Ils ont adopté les techniques commerciales et le système de tribus de la Chine, ils ont emprunté des structures administratives au Japon, puis des épices ou des techniques de l'Asie du Sud-Est. C'est un vrai mélange. Et tout ça s'est fondu pour créer une identité qui est purement Ryukyu. Ouais. L'exemple le plus frappant dans le guide, c'est le château de Shuri, la cour royale à Naha. Ah oui, l'architecture. Si on a déjà vu un château japonais typique, mettons comme celui de Himeji. Avec ses grands murs blancs, là. Oui, murs blancs, toit noir, une allure de forteresse super martiale. Ben, le château de Shuri, c'est un choc total. Ah ouais? Il est d'un rouge laqué éclatant. Il est recouvert de motifs de dragon. La cour a été conçue spécifiquement pour accueillir les émissaires chinois. Wow!
C'est une véritable déclaration d'indépendance architecturale. Et c'est un endroit qui a une histoire vraiment lourde, tu sais, détruit pendant la terrible bataille de Okinawa en 1945. Une vraie tragédie. Ouais, puis ensuite reconstruit pierre par pierre dans les années 90 pour finalement brûler tragiquement en 2019. C'est fou qu'on y pense. Mais le fait qu'ils soient encore ouverts aujourd'hui pour les voyageurs au plein milieu des restaurations, ben ça prouve à quel point cette identité-là est résiliente. Tout à fait. Mais cette capacité à fusionner les cultures, j'imagine que ça ne s'est pas arrêté juste à l'architecture. Ça doit se transposer dans le quotidien aussi, dans ce que les gens mangent, non? Ben, c'est même dans l'assiette que cette histoire-là est la plus facile à décoder. Ah, j'adore quand on parle de nourriture. Et ça nous amène directement au cœur de ce qui rend Okinawa célèbre mondialement, c'est-à-dire son statut de zone bleue. Ah, les fameuses zones bleues. C'est l'un des rares endroits sur la planète où les statistiques prouvent que les gens vivent beaucoup plus vieux. Ouais. Et surtout en bien meilleure santé, avec des taux exceptionnellement bas de maladies cardiovasculaires ou même de démence. J'imagine que c'est pas en mangeant juste du sushi ou des tempura, hein? Pantoute. La cuisine locale est vraiment aux antipodes de la délicatesse minimaliste de Tokyo. Fait que c'est plus consistant. On parle de plats très terre-à-terre, presque rustiques en fait. Le plat emblématique, c'est le champuru. Le champuru, OK. C'est un sauté qui mélange du tofu, des œufs, du porc et surtout un ingrédient clé, le goya. Le goya. Oui, un melon amer qui est littéralement bourré d'antioxydants. OK, intéressant. Et parlant de porc, la source mentionne que la différence avec le Japon continental est super marquante à ce niveau-là. Vraiment. On y mange le rafut, un flanc de porc qui est brassé pendant des heures dans la sauce soya puis l'alcool. Oui, et ce porc-là, c'est l'exemple parfait de l'influence chinoise à Okinawa. Parce que les Japonais, on mangeait pas tant que ça avant. Exact. Pendant très longtemps, la consommation de viande à quatre pattes, c'était un peu tabou dans le reste du Japon, souvent pour des raisons religieuses. OK. Mais à Okinawa, non seulement on en mangeait, mais on a adopté la philosophie chinoise d'utiliser l'animal de la tête à la queue. Ah, le fameux zéro déchet. C'est ça. Rien ne se perd. Des oreilles jusqu'aux pieds, ça donne une alimentation qui est ultra dense en nutriments. Mais il y a un autre élément central sur les tables d'Okinawa, et c'est leur alcool local. La wamori. Ah, l'awamori. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Oui. Parce que si on regarde comment c'est fait, selon le guide, c'est littéralement la géopolitique du 15e siècle qu'on verse dans un verre. C'est une super belle image, ça. T'sais, contrairement au saké japonais classique qui est brassé avec du riz à crin court, l'awamori, lui, il est distillé. Oui. Et surtout, il est fait exclusivement à partir de riz thaïlandais à grains longs. C'est ça la clé. S'ils utilisent du riz d'Asie du Sud-Est, ça prouve noir sur blanc qu'ils allaient s'approvisionner super loin sur les routes maritimes. Tout à fait. Et il y a aussi une raison scientifique brillante derrière la création de la wamori. Vas-y. Pour fermenter le riz, ils n'utilisent pas le champignon koji jaune ou blanc, typique du saké. Ils utilisent une souche locale appelée koji noir. OK. Puis ça change quoi, le koji noir? Ben, c'est parce que le koji noir produit énormément d'acide citrique pendant la fermentation. Ah! Dans le climat chaud et extrêmement humide d'Okinawa, c'était le seul moyen d'empêcher les bactéries toxiques de proliférer et de gâcher la production. Wow, OK. C'est de l'adaptation pure à l'environnement tropical. C'est fou du penser. C'est de la chimie au service de la survie, dans la chaleur, dans le fond. Exactement. Et quand cet awamori-là est vieilli, il prend le nom de kuzu. La comparaison qui est souvent faite dans le guide et que je trouve brillante, c'est que l'awamori vieilli est à Okinawa ce que le bourbon est au Kentucky. C'est tellement vrai. Ce n'est pas juste un truc pour s'enivrer rapidement. Ça a de la texture, du corps. On parle d'un alcool qui tourne autour de 30 à 40 %. C'est fort. C'est l'esprit de l'île mise en bouteille. Et si on relie ce port riche, cet alcool robuste au concept de zone bleue, ça peut sembler un peu contradictoire à première vue. Ouais, on s'imagine que pour vivre 100 ans, il faut manger juste des graines. Ben c'est ça. Mais en réalité, ça montre une approche de la vie qui est sans prétention. Ce qui garde ces gens-là en vie si longtemps, ce n'est pas une diète d'ascète ou de la privation. Non. Non, c'est une nourriture réconfortante, consommée dans un contexte de communauté très fort, ce qu'ils appellent le moai. Le moai, OK. C'est des groupes d'entraide sociale qui durent littéralement toute une vie. Wow. Ça m'amène à me demander comment ça se vit au quotidien aujourd'hui, tu sais. Pour vraiment saisir cette dynamique sociale-là puis cette relation à la nourriture, j'ai l'impression qu'il faut aller là où ça se passe, là où les gens s'approvisionnent. Tout à fait. Sur l'île principale, à Naha, le cœur de l'action semble être le marché public Makishi. Ah, le marché Makishi.
c'est une plongée sensorielle totale. Raconte. Quand on s'y promène au rez-de-chaussée, on baigne vraiment dans l'énergie locale. Les étals débordent de poissons avec des couleurs tropicales incroyables, des fruits exotiques qu'on n'a jamais vus, puis bien sûr, toutes les fameuses coupes de porc dont on vient de parler. Ouais. Mais ce qui rend l'expérience complètement unique, c'est l'interaction. J'ai lu ça, ça a l'air génial. C'est le concept de la ferme à la table, mais genre poussé à l'extrême, sans aucun intermédiaire. Exact. On achète notre poisson frais ou nos fruits de mer en bas, directement au comptoir du vendeur. Ensuite, on monte le petit escalier jusqu'au 2e étage, puis on donne nos emplettes aux cuisiniers des petits restos qui sont installés là. Et ils préparent ça sur le champ, la communauté. C'est littéralement l'anti-fast-food. Ouais, j'adore l'idée. Mais si on veut comprendre d'où vient cette incroyable abondance-là, il faut sortir de la ville. OK, on s'éloigne. L'archipel d'Okinawa ne se résume vraiment pas à l'île principale de Naha. Il y a plus de 150 îles en tout. Wow, 150! À un court trajet de traversée de la capitale, on tombe sur les îles Kerama. Et là, le paysage change de façon assez drastique. Oui, le guide en parle avec tellement de détails. On parle de sable fait de corail broyé d'un blanc qui est pratiquement aveuglant. C'est magnifique! Et d'une eau avec une clarté si hallucinante qu'elle a sa propre couleur officielle dans les guides de plongée, le fameux bleu Kerama. C'est un terrain de jeu de classe mondiale pour la plongée sous-marine, sans conteste. Et ce qui est capoté, c'est que de janvier à mars, l'endroit devient carrément une pouponnière pour les baleines à bosse. Oui, les Keramas sont vraiment le joyau accessible de la région. Mais pour ceux qui cherchent la nature dans son état le plus sauvage, il faut s'envoler un peu plus loin. Plus au sud. Vers l'extrême sud-ouest de l'archipel, vers les îles Yaeyama, on parle d'îles comme Ishigaki. OK. Ishigaki, ça possède des récifs coralliens qui sont parmi les plus préservés de tout l'hémisphère nord. Rien de moins. Ou encore l'île d'Iriomote. Mais là, tu sais, là, je me mets à la place de quelqu'un qui planifie son voyage. Ouais. Rendu au Japon, on a déjà un vol de 14 heures dans le quart. C'est long. Plus les déplacements en train. Pourquoi s'infliger la logistique d'un autre vol interne pour aller jusqu'au Yaeyama alors qu'il y a déjà des coraux puis des baleines juste à côté de Nord? Est-ce que c'est pas juste plus de plage? La question est tout à fait valide, on s'entend, mais non, ce n'est pas juste une redite. OK. Aller au Yaeyama, c'est comme basculer dans une autre dimension écologique. Ah ouais. Iriomote, par exemple, c'est recouvert à 90% par une jungle subtropicale hyper dense et des mangroves impénétrables. Wow. On se croirait presque en Amazonie. Et c'est l'habitat exclusif du fameux chat d'Iriomote. Le chat d'Iriomote? Oui, une espèce de félin sauvage extrêmement rare. Et juste à côté de ça, il y a la minuscule île de Taketomi. Taketomi, c'est l'île qui semble avoir refusé d'avancer dans le tas, c'est ça? Exactement. Il n'y a pas d'asphalte là-bas. Fait que c'est quoi? Des chemins de terre? Les rues sont faites de sable de corail blanc. Incroyable. Et la raison historique est super intéressante. C'est que le sable blanc réfléchissait la lumière de la Lune à une époque où il n'y avait pas d'éclairage de rue. Ah, super ingénieux. Ça aidait à se diriger la nuit et, détail important, à repérer les serpents venimeux, les fameux abus. Mon Dieu, OK, je comprends pourquoi ils voulaient les voir arriver. Mais sans. Les maisons traditionnelles ont toutes des toits en tuiles d'argile rouge et elles sont entourées de murets de pierres volcaniques poreuses. Ça, c'est pour les typhons, je suppose. Pour casser les vents des typhons, oui. Visiter Taketomi, c'est vraiment voir comment l'ensemble du royaume de Ryukyu vivait il y a plus d'un siècle. C'est un vrai saut dans le temps. C'est ça. Et c'est ce qui justifie amplement l'effort de prendre un vol supplémentaire. C'est fascinant de voir à quel point tout est pensé en fonction de la nature. Le muret pour le vent, le sable pour la lune. Tout est connecté. Et que l'on soit dans une jungle humide à Iriomote ou sur une rue de sable blanc à Taketomi, il y a un élément qui unit tous ces paysages-là, et c'est le rythme, l'ambiance sonore même. Ah, l'expérience d'Okinawa est profondément liée à son rythme, c'est clair. Et ce rythme-là s'impose à n'importe qui visite l'île principale. Parce que contrairement à Tokyo, où on dépend à 100% du réseau de train, à Okinawa, louer une voiture, c'est une nécessité absolue. Si on veut sortir de Naha, oui. Le système de transport en commun en région est très limité. Fait que mettons qu'on a notre petite voiture de location, c'est là que le fameux rythme lent prend tout son sens. Surtout quand on roule sur des infrastructures comme la route Kaichu. Ah, la route Kaichu. C'est pas un pont suspendu classique, tiens. Non, pas du tout. C'est une chaussée surélevée qui est construite directement à la surface de l'eau sur des kilomètres pour relier des petites îles comme Amaiga.
En la conduisant, on a littéralement l'impression de rouler sur l'océan ouvert. La sensation doit être incroyable. Et si on pointe le cap vers le nord de l'île principale, vers la région de Yanbaru, la route devient plus sinueuse, on entre dans des forêts super denses, avec des cascades. On est juste forcé de ralentir. Et c'est une bonne chose, parce que cette lenteur-là permet de s'arrêter dans des endroits vitaux pour la culture locale. Comme où, mettons? Comme le village de Yomitan sur la côte ouest. OK. C'est le cœur névralgique de l'artisanat. C'est là qu'on fabrique la fameuse poterie Yashimun. Ah oui, j'ai vu des photos. Et le Ryukyuyo Minyapa, c'est une technique de teinture sur tissu qui est hyper colorée et qui servait autrefois pour les kimonos de la cour royale. Wow! Mais il y a un aspect culturel qui incarne encore mieux cette idée de ralentissement. C'est la musique. La musique traditionnelle? Oui, particulièrement le son du sanshin. Hein? Ah oui, le sanshin. C'est ce petit instrument à 3 cordes qui est recouvert de peau de serpent puis qui est dans le fond l'ancêtre du shamisen japonais. Son timbre est sec, presque percussif. C'est immédiatement reconnaissable. C'est le son des îles. C'est drôle parce que si je devais faire une comparaison pour les gens qui nous écoutent, je dirais que le sanshin a le même pouvoir psychologique qu'une guitare acoustique qu'on sort autour d'un feu de camp. C'est une analogie très pertinente. Pensez, pourquoi la guitare de feu de camp change l'ambiance? Ben, ça rassemble les gens. Ça oblige le groupe à se synchroniser sur un rythme plus humain, plus posé. Et le sanshin fait exactement la même chose, mais à l'échelle d'une culture entière. C'est puissant. Ces mélodies utilisent souvent une gamme pentatonique qui est spécifique à Okinawa, avec un rythme qui est légèrement décalé, syncopé. Fait que ça donne une impression de flottement. Exactement. Et ça, j'imagine que ça a un impact physique sur la personne qui l'écoute. Absolument. Tu ne peux pas écouter du sanshin et être pressé. C'est physiquement impossible. Le cerveau capte ce tempo décontracté-là et force le corps à relâcher la tension. Wow! Rouler les fenêtres baissées sur une route côtière, s'arrêter près d'un atelier de poterie à Yomitan et entendre les notes d'un sanshin s'échapper d'une fenêtre, ce n'est pas juste du folklore pour touristes, tu sais. Non, c'est la vraie vie. C'est le pot de l'archipel. Ça explique pourquoi le concept même de stresser pour arriver à l'heure à un rendez-vous, là-bas, c'est vu presque comme une impolitesse envers soi-même. J'adore cette philosophie-là. C'est génial, hein? Donc, sachant tout ça, l'histoire de survie, la bouffe qui nous fait vivre jusqu'à 100 ans, la géographie sauvage, puis cette fameuse lenteur. Ouais. Comment on fait pour insérer ça dans un voyage au Japon sans gâcher la magie? Parce qu'on s'entend, c'est un casse-tête logistique. C'est vrai qu'il faut bien le planifier. Déjà, il y a la question de la météo. On veut sûrement pas tomber dans la saison des pluies ou un typhon. La gestion des saisons est vraiment primordiale pour Okinawa. Le climat est subtropical, fait qu'il fait doux à chaud toute l'année, mais avec des variations critiques. OK, détaille-nous ça. Mais l'hiver, mettons entre décembre et février, c'est parfait si on fuit les foules et qu'on veut voir les baleines. Les températures sont clémentes, sans l'humidité qui est parfois écrasante. Puis le printemps? Le printemps est spectaculaire, notamment parce que la floraison des cerisiers y commence bien avant le reste du pays, dès la fin janvier ou février. Et l'été? J'imagine que c'est là que les plages sont les plus belles. C'est le paradoxe de l'été, tu sais. Les plages sont à leur apogée, l'eau est sublime, mais l'humidité est super intense. Ouais. Et surtout, il faut garder en tête que la fin de l'été amène le gros risque de typhon majeur. Ouais, on va éviter ça. Fait que c'est quoi le meilleur moment? La saison secrète, celle qui est souvent la plus sous-estimée selon le guide, c'est l'automne. L'automne. En octobre et novembre, l'eau de la mer a conservé toute la chaleur de l'été, l'air devient sec et beaucoup plus confortable, et surtout, la masse touristique est partie. C'est parfait pour le rythme lent. C'est le moment idéal pour adopter le rythme local. OK. Et au niveau de l'itinéraire, l'erreur classique que les gens font, c'est d'essayer de glisser Okinawa entre 2 jours à Tokyo puis 3 jours à Kyoto. Ah là là, oui, à ne pas faire. Ça rentre juste pas dans la boucle habituelle des trains Shinkansen. Ça doit être un voyage en soi ou au moins un chapitre distinct. Tout à fait. La source propose une très belle façon de faire. C'est de descendre le Japon continental, de faire un road trip ou un circuit en train sur l'île de Kyushu, complètement au sud. Ah oui, magnifique région. Visiter Fukuoka, Nagasaki, les volcans de Kagoshima, et puis de là, prendre le court vol vers Naha. Ça permet de baisser l'intensité progressivement avant d'arriver sur les îles. Exactement. C'est une transition mentale parfaite. Passer de la frénésie lumineuse de Tokyo au silence tropical de Taketomi d'un seul coup,
Ça peut provoquer un choc culturel trop brutal. C'est trop intense. Le faire graduellement permet d'apprécier la lenteur qu'on finit par y arriver. Combien de temps on devrait y passer idéalement? On recommande d'y consacrer un minimum de 3 jours pour Nara et ses environs. OK. Mais 5 à 7 jours permettent de vraiment souffler. Et il faut rajouter un bon 3 ou 4 jours de plus si on fait le saut vers les lointaines îles Yaeyama. Mais là, au final, il y a une question super pratico-pratique qui va inévitablement se poser pour beaucoup de voyageurs. Je t'écoute. Si on veut juste du soleil, une jungle luxuriante, des plages de sable blanc puis un rythme tropical en Asie, pourquoi s'embêter à planifier tout ça pour Okinawa? Pourquoi ne pas simplement prendre un vol pour Bali en Indonésie ou Phuket en Thaïlande, où la vie coûte souvent moins cher en plus? C'est un bon point. Mais si on ramène ça à une perspective globale du voyageur, l'avantage majeur d'Okinawa saute aux yeux. Qui est? C'est l'équilibre. Okinawa offre un dépaysement tropical total. T'sais, des mangroves profondes, une culture insulaire fascinante. Ouais. Mais avec toute la rigueur et le filet de sécurité du Japon. Ah oui! L'eau du robinet est potable, les voitures de location sont en parfait état, C'est vrai que c'est rassurant. le taux de criminalité pratiquement inexistant et l'hygiène alimentaire, même dans un petit boui-boui de marché comme un makishi, elle est irréprochable. C'est qu'on a la paix d'esprit. On n'a jamais à sacrifier sa tranquillité d'esprit pour avoir droit à l'exotisme. C'est un compromis qu'on ne trouve pratiquement nulle part ailleurs en Asie. C'est vrai que c'est un argument de poids. Et quand on prend du recul sur tout ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui, on réalise que Okinawa, c'est bien plus qu'une simple extension balnéaire qu'on colle à la fin d'un voyage. C'est clair. C'est les vestiges d'un fier royaume diplomatique, le Ryukyu, une terre où la chimie du riz puis la philosophie du port créent des centenaires, et un endroit où la nature est tellement présente qu'elle dicte carrément le rythme de la musique. C'est un monde à part entière. Et quand on réfléchit à cette longévité extraordinaire-là des Okinawanais, on comprend que ce n'est pas juste une question de génétique ou d'antioxydants dans le melon amer. Non, c'est plus profond que ça. C'est le refus systématique de la vitesse toxique du monde moderne. Le fameux stress chronique qui nous gruge la santé au quotidien, eux, ils l'ont laissé à l'extérieur de leur archipel. Absolument. C'est une sacrée belle leçon. Ça nous amène d'ailleurs à une réflexion fascinante pour conclure. Vas-y. On ramène souvent des souvenirs matériels de nos voyages. On pourrait très bien revenir d'Okinawa avec un magnifique bol en céramique Yachimun, mettons. Ou une bonne bouteille d'Awamori Kuzu de 20 ans d'âge. Exact. Mais peut-être que le souvenir le plus précieux à rapporter dans nos bagages, il est intangible. Ah ouais. C'est la décision consciente d'appliquer ce rythme d'Okinawa, cette importance accordée à la lenteur et à la communauté, directement dans nos propres vies surchargées. Wow! Et si, dans le fond, le but ultime de visiter un endroit aussi différent, c'était d'apprendre à changer notre propre rapport au temps une fois de retour à la maison? C'est une pensée incroyable sur laquelle méditer. Ça donne vraiment envie de faire ses valises. Mais de le faire lentement. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aeria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.